Bonjour Jean-Guy. Bonjour chers amis internautes, nous sommes en direct du studio Toscan du Plantier au Théâtre Liberté à Toulon. Je suis avec Jean-Guillaume Destremo. Bonsoir. Le frère de... Bonsoir, nous sommes en direct avec le frère donc de Sébastien Destremo et évidemment qui a fait partie de l'équipe qui a préparé le bateau de Sébastien Destremo que vous avez sans doute sur vos écrans. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, Jean-Guillaume et moi, on va te poser quelques questions. On a aussi des questions d'internautes qu'on nous a données, qui sont arrivées il y a quelques minutes. Et donc on voudrait d'abord savoir où tu en es à peu près en ce moment. Est-ce qu'il fait beau? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as comme vent et qu'est-ce que tu as comme vitesse? Bah, écoute, merci Charles. Merci Charles déjà de m'inviter à participer à ce live. Les conditions, alors on est en approche du Cap Vert. On a passé les Canaries il y a 2 jours et on est en approche du Cap Vert. Et depuis maintenant, la nuit dernière, on a touché enfin les alizés puissants qui soufflent à 25-30 nœuds depuis ce matin. Donc c'est des conditions extrêmement rapides puisqu'on atteint des vitesses de l'ordre de... On est très régulièrement à 20 nœuds et parfois on dépasse un peu les 20 nœuds. Tout à l'heure on a fait une pointe à 24 nœuds je crois. Donc voilà, c'est des conditions propices à la très haute vitesse. Alors, j'aime beaucoup ta façon de parler. Tu dis on, c'est-à-dire pourtant, nous, on sait que la course, le principe de la course, c'est que tu es en solitaire. Donc, tu dis on. Alors, c'est assez beau. Pourquoi? Écoute, déjà, déjà, je suis pas tout seul. Hein. Il y a mon bateau quand même. Et puis, on est nombreux sur des projets comme celui-ci. Tu sais, le bateau déjà ton bateau sur le Vendée Globe, c'est quand même celui qui te ramène à la maison, hein, donc il est important. Et puis sur un projet comme celui-là, on n'est pas tout seul, même si effectivement physiquement je suis tout seul à bord. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont derrière un projet comme celui-là, à commencer par Jean-Guy, ton voisin de bureau, qui s'est occupé de toute la technique du bateau de A à Z. Absolument. D'ailleurs, on reparlera tout à l'heure avec Jean-Guillaume de la fameuse casquette, puisque Jean-Guillaume nous avait confié que la casquette a été terminée seulement quelques heures avant le départ et qu'elle était toute fraîche quand tu as pris le départ du Vendée il y a maintenant combien de Jean-Guillaume? 10 jours exactement. 10 jours exactement. Ça fait 10 jours exactement que tu es parti pour ton deuxième Vendée Globe. On a ici avec nous, tiens, elle est passée où la BD là, de ton premier Vendée Globe, puisque Finot a fini le 2e tome, comme tu sais. Donc on va le montrer au public. C'est-à-dire que donc ça c'est le récit, donc le récit du premier Vendée Globe de Sébastien, donc qui a été mis magnifiquement en dessin par Serge Finot. Donc vous pourrez avoir ce livre. Mais alors maintenant, c'est le 2e tome, donc ta deuxième course. Qu'est-ce que ça t'a fait de prendre le départ du Vendée Globe pour la 2e fois? Il y a un petit délai. C'était très différent comme ambiance. Hein. C'était une ambiance très 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 triste. C'était très triste d'avoir les Sables d'Olonne complètement vides, des contraintes sanitaires épouvantables, un chemin pour aller au bateau, on avait l'impression d'être du bétail, tu vois, c'était triste. Moi j'ai trouvé l'ambiance de départ triste. Maintenant, ça reste un événement qui est cet événement-là. L'événement il démarre après le coup de canon du départ. Pour nous, on le vit. Pour le public, le grand public, ça commence au moment de l'instant du départ, le Vendée Globe. Mais il y a tout ce qui se passe avant et nous, on le vit depuis des années. Et c'est vrai que cette ambiance, c'était assez lunaire hein, sur les Sables d'Olonne,
alors qu'il y a 4 ans, il y avait des centaines de milliers de personnes tous les jours qui venaient voir les bateaux, les gens, les machins. Là, il y avait personne, le village était fermé. Et donc, voilà, c'était lunaire, absolument lunaire. Et une fois que la course est partie, la course est partie. Et donc, ça change rien, hein. Nous, confinement, pas confinement, tu vois, c'est pareil, hein. On est dans un bateau qui fait 5 mètres carrés et on fait le tour du monde. Ah, absolument. Nous, ici, on est toujours confinés. Les théâtres, malheureusement, sont fermés. Nous, ce qu'on se disait là, avant de prendre le direct avec toi, c'est qu'au moins ton théâtre à toi, il s'est ouvert, il n'est pas confiné, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit, quelques images de l'extérieur pour ne pas, parce qu'on a vu Alex Thompson qui est en tête de la course dans son cockpit, mais toi, on sait que tu as aussi un extérieur, pas seulement un immense intérieur. Oui. Alors voici. Voilà, je vais commencer par vous montrer le toit de la... Ouais, pardon. Vas-y, Jean-Guy, ouais. Non, bah, effectivement, là, on aperçoit le sillage du bateau. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse exactement le bateau avance, mais c'est 15-20 nœuds en permanence. On voit bien la casquette en carton. Elle est toute brillante, elle est toute belle, elle tient bien debout. Elle a été prise... elle a pris un beau choc dans les premiers jours, puisqu'il y a eu un ennui. Sébastien a eu un ennui et du coup elle a pris un choc, mais enfin elle tient encore. Elle est un petit peu, elle n'est pas encore en super état, elle est plus très très bon état, elle baille un peu, mais enfin elle est encore là, elle va quand même servir d'abri. Hein, elle va t'abriter quand même, cette casquette. Ah ouais. Ah ben oui, carrément même. Mais bon, la partie avant qui a pris un coup de baume pendant la première dépression qu'on a pris 2 jours après le départ, toute la baume et la voile sont tombées d'un seul coup sur la casquette, et qu'elles soient en carton, qu'elles soient en papier cigarette, ou qu'elles soient en carbone ou en acier, si, à moins qu'elle ait été en acier, ça aurait cassé quand même, parce que 300 kilos qui tombent d'un seul coup sur une casquette, ça défonce tout. Donc ça a défoncé la partie avant de la casquette, ce qui est dommage parce que c'est évidemment celle qui reçoit tous les impacts des vagues. Et donc voilà, maintenant on n'est plus tellement les poutres de soutien. Alors c'est pas du chêne, hein, on dirait que c'est du chêne, mais en fait c'est du carton. Et on voit bien là le carton là. Bon voilà, c'est en train de se barrer quoi. Et alors il y a tout qui est désolidarisé sur la partie avant, donc je vais perdre. Ouais. En tout cas, cette casquette, elle fait beaucoup parler. Je vais perdre la partie avant assez vite, je pense, dans le sud. Ouais. Elle fait beaucoup parler et elle rejoint une question, ou plutôt ce sujet fait l'objet d'une question de Aline. Et donc, tu as répondu à la question. Est-ce que tu as réussi à renforcer, à consolider la casquette? Aline de Nantes, qui s'inquiète pour ta casquette et pour le bal de dos. Eh ben, ouais, le mal de dos, il est aussi dû à l'affaissement de la poutre centrale de la casquette, puisque maintenant qu'il n'y a plus de tenue devant, il y a tout qui est en train de s'écraser. Donc il faut que je trouve une solution pour essayer de soulever. Moi je trouve ça super, on dirait des poutres d'anciens appartements, d'anciennes maisons là, avec du bois, là, machin, c'est super beau. Mais faudrait que j'arrive à la soulever et à la maintenir avec un épée ou une épontille, un truc comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de solution pour la soulever. Voilà. Malheureusement, j'ai bien peur que, en tout cas, cette zone-là, ici, là devant nous, là, avec les hublots, je pense que celle-là, elle fera pas le sud. Elle verra pas le sud, à mon avis, parce que là, déjà entre ce matin et cet après-midi, avec toute la flotte qu'on prend avec ces hautes vitesses là, elle est en train de se détruire quoi. Donc voilà. C'est comme ça, c'est un super projet et tu vois, c'est quand même super costaud quoi. Aïe.
Absolument. Ah, Alors, donc, là, on il y a une petite un coupe tout petit problème du flux, technique, absolument. mais ça va Pointe à- revenir. Ah voilà, ça Petite revient. pointe à 20 nœuds. Ah oui, on voit, tu as un très beau sillage. Il tape sur sa casquette, c'est le cas de le dire. Ouais, il faut qu'il se rapproche de son intérieur, puisque le réseau Wi-Fi. Regardez le sillage, c'est trop beau. Et Le vous, réseau- vous êtes peut-être déjà dans la... Mais nous, comme on est... eh ben, Sébastien, on est quoi, à fond la... ouais. Il faut que tu te rapproches de ton intérieur. Je vais vous dire... Voilà, le bateau qui vous énerve. Alors là, oui, parce qu'il est en train de nous montrer la grand voile sur laquelle vous pourriez lire, si vous voyez le nom du bateau qu'il a appelé, que vous avez appelé Merci. Merci. Et pourquoi vous avez appelé ce bateau Merci, Jean-Guilhem? Alors, c'est une idée qui, évidemment, vient de Sébastien, hein, et qui est issue d'un parcours de vie, je pense, du fait qu'il a fait ce premier Vendée Globe et que il était très heureux d'avoir terminé ce premier Vendée Globe. Et écoute, quand la question du nom du bateau s'est posée, eh bien cette gratitude qu'il pouvait que ressentir à l'issue de ce premier Vendée Globe, voilà, il a voulu l'exprimer complètement. Et voilà, le bateau s'appelle Merci. Il y a d'autres partenaires quand même qui figurent sur la grand voile et sur la coque pour soutenir l'effort financier qui est engagé, qui est important quand même si il est loin d'être au niveau de certaines équipes. Mais en tout cas, il y a quand même des partenaires financiers. Qui sont vos partenaires, Jean-Guilhem? Est-ce que tu pourrais les citer? Je ne les connais pas tous parfaitement. J'en connais deux. J'en connais un qui s'appelle en particulier Pur Océan, qui est une fondation qui à but non lucratif et qui recueille qui fait des appels à projets dans le monde entier et qui fait analyser ces projets par une équipe de scientifiques. Et ces actions sont menées pour trouver des solutions pour que les océans se portent le mieux possible. Il y a le mot pur et océan. Voilà. Ce sont des Marseillais, ce sont des amis, nos voisins de Marseille qui soutiennent ce projet Merci de Sébastien et vice-versa naturellement. Donc c'est une fondation à but non lucratif. Ils sont à même de recueillir des fonds pour les distribuer à des actions volontaristes en faveur des océans. Parce que rappelons pour nos internautes que, évidemment, le voyage, la course de Sébastien est évidemment aussi tournée vers la préservation des océans. La préservation des océans à plusieurs niveaux. Donc, j'ai parlé de Pur Océan. On peut parler de cette casquette qui est un projet totalement unique, puisque on n'a jamais fait ça. Peut-être qu'on le refera jamais, mais enfin, il fallait tenter le coup. C'est un projet donc d'abri pour le marin qui est extrêmement précieux dans les mers du Sud qu'il va affronter prochainement. Donc ça, c'est un projet en carton qui coûte pas cher d'une part, mais c'est surtout qui est très peu consommateur en ressources naturelles. Et donc ça, c'est vraiment un élément très important du projet. Et le troisième volet de l'aspect, comment dirais-je, neutre ou du moins peu consommateur en ressources naturelles, c'est qu'à bord, le moteur principal est un moteur électrique. Alors après, on peut discuter de l'impact sur les ressources naturelles d'un moteur électrique, mais enfin, au moins, ça ne dégage pas de gaz à effet de serre en course. Et enfin, il y a un dernier point très important du projet de Sébastien, c'est celui de l'impact carbone de l'ensemble du projet Merci pour cette campagne au Vendée Globe. Et là, il y a un organisme qui est agréé, qui a déterminé que l'impact carbone du projet de Sébastien est de 90 tonnes environ de carbone. Et cet organisme, dans le cadre de ce partenariat,
s'est engagé à compenser intégralement ces 90 tonnes de carbone. Est-ce que tu as une idée de ce que ça représente par rapport aux autres concurrents, par exemple? Oh ben, de toute façon, il n'y a qu'à regarder comme indicateur, il y a la question du budget. Le budget du projet Merci, c'est environ 300-400 000 euros. Quand on regarde des projets beaucoup plus ambitieux, c'est plusieurs millions d'euros. Ça se chiffre pour un projet gagnant aux environs de 15 millions d'euros. Donc on est loin du compte. Et voilà, et donc là, l'ambition du projet, c'était de compenser l'impact carbone. Et voilà, c'est possible grâce à ce partenariat. Parce que je rappelle que cette année, le Vendée Globe est couru par 3 Varois plus un Monégasque, puisqu'il s'agit de Sébastien Estremo, que nous avons aujourd'hui, qu'on retrouve d'ailleurs sur le bateau, puisqu'on revoit des images, et Clément Giraud et Alexia Barrier, qui sont des Varois, et Boris Herman, qui lui est monégasque. Donc c'est vrai que c'est pour ça que aussi on a voulu au Théâtre Liberté bien suivre ces marins qui sont non marins. Ah, Sébastien, est-ce que tu es de retour? Sébastien, est-ce que tu nous entends? Je suis là, je vous entends. Ah oui, alors on voit que... Est-ce que le vent a augmenté un petit peu? Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau dans le cockpit. Oui, il y a un petit peu d'eau dans le cockpit. Mais c'est normal, c'est de l'eau qui arrive tout le temps sur le pont d'un bateau lancé à cette vitesse, Oui, bah, c'est écoute, normal. On a... on vient surtout en plus d'enfourner, de planter le nez du bateau dans une vague. Donc là, on a fait un énorme coup de frein et du coup, ça remplit énormément le bateau. Mais on voit que ces bateaux sont faits aussi pour évacuer l'eau très très vite. Voilà, c'est des bateaux qui sont faits pour ça, hein, qui sont faits pour les mers du Sud, là où on prend des paquets de flotte assez impressionnants. Et voilà. Donc il y a toujours d'eau et toujours trempé. Alors là, ça va parce qu'on est quelques mois. Oui. Sébastien, avant de te poser d'autres questions qui nous viennent d'internautes, je voulais te demander si tu avais une notion de quelle place tu occupais. Est-ce que tu savais à peu près à quel niveau tu étais par rapport à la flotte? Est-ce que, grosso modo, est-ce que tu te renseignes sur la position de tes concurrents? Il a un très beau Non, sourire. Charles, tu sais, moi je sais pas du tout où j'en suis avec ce classement. Le classement m'intéresse pas. Moi, je fais pas le Vendée Globe pour faire une place quelconque, gagner une place ou en perdre une autre, gagner 3 mètres, ça m'intéresse pas. Donc non, je sais pas. J'essaye de naviguer le plus en bon marin possible. Et puis voilà, tu sais, le résultat final, faire dans la première moitié, la deuxième moitié ou la quatrième moitié, quand on finit le Vendée Globe, c'est ça qui est important. Donc je sais pas où je suis, je sais au niveau du classement, hein, je ne sais pas où je suis, je sais que, si, évidemment, je sais que Corom a abandonné, je sais que Charal est retourné au port et il est reparti récemment, je sais aussi que notre copain Fabrice Amédéo est lui aussi retourné au port. Donc voilà, je sais qu'il y a des bateaux qui sont au port ou d'autres qui ont abandonné, que le japonais a sa grand voile éclaté. Voilà, ce sont des choses que je sais. Mais après le classement au quotidien, je m'en fous complet en fait. Ça me touche pas, tu vois, je sais pas où j'en suis. Est-ce que tu as pu croiser est-ce que tu as vu des voiles par exemple depuis 10 jours autour de toi, enfin à part au départ bien sûr? Comment ça se passe en fait pratiquement? Ouais, alors j'ai vu hier, hier j'ai vu, alors j'ai pas vu sa voile parce qu'il faisait nuit, mais j'ai vu sa trace à la l'AIS. J'ai vu Clément Giraud, justement, l'autre Toulonnais. Donc ça m'a fait plaisir on s'est croisés à peu de distance d'ailleurs, au petit matin, enfin il était encore Nice, et on s'est croisés, je crois qu'il y avait de mémoire 5 ou 6 000 entre nous. Donc c'était sympa de croiser un bateau.
Ça fait peur aussi, hein, parce que c'est des bateaux qui, ben voilà, ça sort de nulle part et tu te dis, un accident est vite arrivé. Moi, j'ai déjà eu pendant la route du Rhum une collision en plein océan comme ça de nuit. Voilà, donc ça m'a fait réfléchir aussi de croiser Clément comme ça, d'un seul coup tu le vois apparaître à la IS et un quart d'heure après ou une demi-heure après il est sur toi en fait. Et à ce moment-là tu dors, c'est compliqué. T'as croisé des baleines aussi? Attendons le Grand Sud. Non, mais Ah oui, des baleines, t'en as pas croisé l'autre jour? Tout à l'heure? hier. Hier, ouais, j'ai parlé avec des baleines. Hier, c'est superbe. Il y avait un petit baleineau. J'étais en train de travailler sur la plage avant, là-bas, du bateau. Et je voyais des nageoires, tu vois, assez profondes dans le bleu, là. Il y avait un merveille complète. Et je voyais des espèces de nageoires. Je savais pas, des nageoires blanches, deux nageoires blanches. Je savais pas trop ce que c'était. Puis c'est remonté un petit peu plus proche. Et c'était un baleineau. Voilà, un baleineau qui tournait autour de Merci. Tu vois, il avait dû trouver sa coque sympa, ou je sais pas, comme tout en bas de la quille, il était écrit Merci. Peut-être que le baleineau s'est dit, tiens, qui me dit merci, tu vois, qui découvrait ça. Et je me suis dit, ben oui, sur le lest, on a mis Merci. Et donc, et je me suis dit, mais attends, s'il y a le baleineau, ça veut dire qu'il y a les parents pas loin. Hein. Et voilà, donc j'ai levé la tête et évidemment il y avait papa maman qui suivaient Merci à distance de 100 mètres ou 150 mètres et qui surveillaient petit baleineau qui jouait avec Merci. Ça a duré longtemps, hein, ils sont restés vachement longtemps. C'était top. C'est génial hein, de voir ça, de savoir que il y a vachement de faune quoi. On voit plein de trucs. Il suffit de passer une demi-heure dehors sur le pont et tu vois plein d'oiseaux, plein de poissons, plein de trucs comme ça. C'est génial. C'est vraiment génial. La mer est belle, la mer est belle. Gardons-la propre. Absolument, bravo. Alors, Question de FX, François Xavier. Donc, lors de ton premier tour du monde, tu ne savais pas trop où aller. Qu'est-ce que tu redoutes le plus dans cette édition-là? Et question complémentaire, ou plutôt, est-ce que c'est l'océan Indien ou est-ce que c'est la peur de te faire engueuler à retour par Mamita? Et enfin, question complémentaire, as-tu des éponges à bord? Merde. Oh, et ça coupe à ce moment-là. Mince. Ah, ça revient, ça va revenir. des éponges, il en a, non? Ben, j'espère. Oui, il en a. Oui, on a été un peu meilleur cette fois, même si effectivement la casquette a été terminée à 1h du matin dans la nuit précédant le départ. La préparation a été beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus rigoureuse. Il y avait beaucoup moins à faire sur le bateau les derniers jours. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait le confinement a facilité quand même la préparation, les allées et venues sur le ponton. Alors c'est vrai que c'était un peu glauque, c'était un peu triste de voir ces bateaux merveilleux, Alors, ces Formule 1. Mais enfin, c'est vrai que pour l'équipe technique, c'était quand même plus facile. Vas-y, on t'écoute. C'est le silence de la mer, c'est tout à fait compréhensible, puisque nous sommes dans une régate qui va durer plus de 3 mois. Donc, oui, Sébastien, Jean-Guillaume, tu nous parlais vous êtes combien à préparer le bateau? Vous avez travaillé, il y a combien de personnes qui ont travaillé sur ce bateau? Alors, il y a des équipes qui se sont succédées, des personnes qui ont été vraiment très présentes tout au long de la préparation. En gros, ça concerne une dizaine de personnes. Qui viennent, qui sont tous des bénévoles. Hein. Dans l'équipe, il n'y a que des bénévoles, hein. Sauf évidemment les prestataires extérieurs qui sont là pour
pour faire des choses un peu plus sophistiquées avec des outillages particuliers. Mais effectivement, l'équipe est une équipe de bénévoles. Heureusement, au Sable d'Olonne, nous étions très bien logés chez les Tessons, nos amis les Tessons qui nous avaient déjà accueillis en 2016. Donc voilà, on était très très bien logés, on était très heureux là-bas. Et voilà, mais ça représente quand même une dizaine de personnes avec les derniers préparatifs, surtout la casquette qui nous a mobilisés des nuits entières, hein. Voilà, Stéphane qui a fabriqué la casquette, il y a passé des nuits, plusieurs nuits. Donc inutile de dire que on était vraiment dans un état de fatigue avancé le jour du départ. Il a fallu en même temps charger le bateau, fixer les derniers détails, installer les caméras pour que Sébastien puisse faire des directs, installer les systèmes de transmission qui nous ont été livrés à la fin. Enfin bref, beaucoup de travail quand même, mais un ensemble beaucoup mieux préparé qu'en 2016. Voilà. Donc là, je trouve que le bateau est en bon état, même si la casquette fait un peu la gueule. C'est pas bien grave. De toute façon, si elle doit disparaître, il prendra un peu plus d'eau sur la figure et puis c'est tout, hein. Je rappelle qu'avec Jean-Guillaume, nous attendons que la liaison revienne, qu'elle est nécessairement, enfin par logique, disons, comme le bateau se déplace, il y a des moments où le point. C'est ça, Jean-Guillaume, comment est-ce que tu peux expliquer ces petites sautes d'image? Alors, effectivement, nous aurons d'autres situations bien meilleures, bien plus fiables dans le futur, c'est-à-dire que dès que le bateau sera plus au sud. Aujourd'hui, le bateau fait un cap vers le sud et les satellites sont également orientés sud. Donc, l'impact du gréement des voiles, etc., sur le signal est assez important et donc malheureusement ça nous tombe dessus ce soir. Je rappelle à nos amis internautes que ça sera tous les mercredis à 19h que nous pourrons converser soit avec Sébastien, soit avec éventuellement d'autres marins, mais enfin en particulier avec Sébastien. On remercie d'ailleurs Hectacom parce que Hectacom n'y est pour rien. Hectacom nous permet d'avoir cette liaison satellite. Voilà, Sébastien, on sent qu'il revient là, son image revient de façon un petit peu magique. Sébastien, est-ce que tu nous entends à nouveau? On s'improvise un petit peu, Jean-Guillaume et moi, animateurs de... Ah, Sébastien? Ouais. Ah, ça y est. Je vous entends très bien. Ah, Je parfait. vous entends très bien, mais j'avais perdu le flux. Voilà, j'avais perdu le flux là, et je pense qu'en fait, c'est parce qu'on va trop vite, on va beaucoup trop vite. Le satellite, il n'a pas le temps de nous rattraper. On est à 22 nœuds. Très bonne, Voilà. très bonne analyse de la situation. Derrière, là, ouais, il essaye de nous suivre. D'ailleurs, il y a une question d'Eric Zanettazzi. Est-ce que tu as découvert que tu as oublié des trucs cette fois? Et si oui, quoi? Alors, vous voyez, j'ai oublié pas mal de choses en fait. Alors, j'ai pas oublié de chaussures, j'ai pas oublié d'éponges, tout ça, j'ai. Par contre, j'ai oublié énormément de matériel technique. J'ai très très peu de matériel. Je me rends compte que la trousse de voilerie est quand même bien légère. Donc, j'ai pas intérêt à déchirer de voiles parce que je n'ai pas de quoi les réparer. J'ai pas mal négligé ce truc-là, la préparation finale, le dernier instant en fait, où avec la panique qu'il y avait pour mettre la casquette en place, plus le confinement obligatoire des skippers les 3 derniers jours, je crois qu'on a un peu débarqué des trucs qui n'auraient pas dû être débarqués. Voilà, je pense à l'acétone par exemple. Tu vois, voilà, j'ai pas d'acétone. Alors ça paraît con, hein, mais l'acétone c'est vachement important sur un bateau. Parce que du Sikaflex, la résine, tu en fais, et là j'ai pas du tout d'acétone, zéro acétone. Donc si je dois faire de la résine, eh ben je la ferai sans acétone et ça tiendra ce que ça tiendra. Mais voilà, c'est des trucs comme ça qui sont pénibles, parce que, pas pénibles non, mais jusqu'au moment où je vais en avoir besoin. Voilà, c'est toute la difficulté du Vendée Globe en fait, c'est que tu pars et tu dois faire le tour du monde avec ce que tu as à bord, quoi.
Et quoi qu'il t'arrive, si tu veux continuer et terminer le Vendée Globe, eh bien, tu dois terminer avec ce que tu as à bord. Donc, c'est que des merdes. T'as oublié tes outils, t'as oublié tes lunettes, t'as oublié ton briquet, t'as oublié tes slips, t'as oublié je sais pas quoi, il faut faire sans. Et il y a Ou une, alors il faut se les fabriquer. il y a une question C'est ça l'énormité du Vendée Globe en fait. Oui. il y a une question de Michel de la part de Lohan. Il demande, cette fois-ci, avez-vous des retours au cockpit? Oui, oui, j'ai des retours en cockpit qui est super, absolument super, c'est incroyable. Tout à l'heure, j'ai pris un riz, ça a été une prise de riz de vacancier en fait. Ça s'est fait très facilement avec du bon matériel, etc. Mais il y a des difficultés avec tous les retours au cockpit. C'est que, eh bien, on ne voit pas ce qui se passe devant. Et par exemple, tout à l'heure, pour le changement de génateur, eh ben, il y a tout qui s'est emmêlé devant. Et du coup, j'ai passé 3 heures j'ai failli perdre le génateur à l'eau et j'ai passé 3 heures à changer le génateur, à m'épuiser pour essayer de le sauver, parce que ça avait merdé et j'ai pas vu. Voilà, c'est super d'avoir les manœuvres qui reviennent au cockpit, mais ça demande une habitude que je n'ai pas. Est-ce que tu as pu, comment ça se passe au niveau, après 10 jours, au niveau du sommeil? Est-ce que tu peux, tu as trouvé une forme de régularité? Tu arrives à te reposer suffisamment? Ça fait rire. Ouais, moi je fais mes 8 heures par nuit, hein, pourquoi? Ah bon? Non, non. Je blague. Oui, on Je comprend, on dors sait en bien, oui. général, là, c'est des périodes qui sont assez faciles. Donc, je dors 2 périodes dans la journée en général et la nuit, j'essaie de me réveiller plusieurs fois dans la nuit, tu vois. Voilà, je tourne comme ça. J'essaie de ne pas dormir plus de 2 heures. Parce qu'il y a trop de trafic encore. On n'est pas encore assez loin. Quand on va tourner à gauche, quand on va attaquer les mers du Sud, là, il n'y aura plus personne, il y aura plus de danger, il y aura plus de bateaux, il n'y aura plus personne. Donc là, ça ira. Mais pour l'instant, il y a encore du danger. Il y a encore des bateaux pas loin, pas très loin. On ne sait jamais. Il faut garder un œil ouvert. Il y a une Il remarque. y a Hugues qui demande si le ballast arrière est Ah, c'est rempli. top. Je précise que Hugues, c'est donc le frère C'est le troisième frère. c'est le Non, troisième frère. je n'ai pas rempli le ballast arrière. Et puis sinon, il y a une question de J'ai Michel. massocé. J'ai C'est- mis tout. c'est- Ah, tiens, je vais vous montrer parce que ça, il me croit. Ouais. Question de Michel, pendant que tu nous montres des trucs. C'est ton Attends, alors là, deuxième tour déjà. du monde. Oui. Est-ce que tu as plus d'appréhension Ouais. maintenant que tu as testé l'engagement personnel nécessaire? Bonne question, non? Euh, et donc là, je vous montre un petit peu que tout est bien rangé, bien aligné. Tout est du même côté. De l'autre côté, il n'y a rien. On appelle ça stacker les bateaux. Et donc voilà. Alors, on va répondre à cette question de Michel. l'appréhension. Maintenant, alors oui, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse dans ce Vendée Globe. Et c'est pour ça que la concurrence, je n'ai pas de concurrence autre que moi. J'ai pas de concurrent sur le Vendée Globe. J'ai des collègues de bureau, mais j'ai pas de concurrent. Le seul concurrent que j'ai, c'est moi. Et parce que ce Vendée Globe, je veux, comme le premier, je veux savoir si j'en suis capable, si je suis capable de faire le Vendée Globe. Et
Alors, c'est facile, quand je donne cette réponse, on me dit, bah, tu l'as déjà fait, donc tu es forcément capable de le faire. Ouais, ouais. Mais la première fois, c'était la beauté de l'inconnu, et l'insolence de l'inconnu, euh, et la peur de l'inconnu aussi, hein, mais surtout sa beauté. Et là, repartir en sachant ce qui m'attend, en sachant combien c'est dur de préparer le Vendée Globe et combien c'est dur de le faire et d'atteindre la ligne d'arrivée. Eh ben, vous allez le plus loin possible parce que la ligne d'arrivée, c'est miraculeux que des gens comme nous puissent aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors oui, j'ai beaucoup d'appréhension à faire ce Vendée Globe parce que mon seul concurrent, c'est moi. Je fais le Vendée Globe contre moi-même et il y en a un il y en a un qui voudra continuer à aller de l'avant quand il y en aura un autre qui dira bah, tu l'as déjà fait, c'est trop dur, arrête. Ah, Et une petite coupure. sur ces belles paroles, on allait poser d'autres questions. Et on verra bien qui c'est qui va gagner. C'est ça la course. Mon Vendée Globe à moi. Il y a un très beau coucher de soleil sur son visage, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est vrai. Hein. Alors, il y a Amélie oui, il y a Amélie qui pose la question, mais bon, il faudrait que intérieurement. Alors, j'essaie de poser la question d'Amélie de la part de son garçon de 8 ans qui s'appelle Maxime. Comment gérer le quotidien entre le réglage du bateau et la vie à bord? Oui, c'est difficile de répondre à une question comme finalement, ça. Non, mais ces satellites nous donnent des moments un petit peu surréalistes qui sont extrêmement beaux. Donc, en tout cas, c'est vrai. En tout cas, il y a du sourire. On voit le sourire de Sébastien, n'est-ce pas, Jean-Guilhem? Cette famille? Peut-être, tant mieux, si ça l'est. En tout cas, c'est vrai que c'est une question intéressante, la question du réglage du bateau et du suivi du bateau, quoi. Le quotidien, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de soi, il faut manger, se laver, dormir, préparer je veux dire son quotidien, c'est-à-dire ses occupations, son passe-temps favori, etc. Mais aussi, il faut surtout s'occuper du bateau, de l'entretien du bateau, de vérifier qu'il est en bon état, que les points de vulnérabilité sont en bon état, et réparer le cas échéant. Et tout de suite, quand il y a une avarie, il faut absolument réparer tout de suite, parce que selon la règle qu'a fixée un certain Michel Desjoyaux, le Vendée Globe, c'est une emmerde par jour. Et une emmerde par jour, si on ne s'occupe pas de l'emmerde du jour, ça veut dire qu'on en aura 2 le lendemain, et ainsi de suite. Et ça devient vite extrêmement chronophage, et on s'en sort plus. C'est-à-dire qu'on va taper dans les heures de sommeil pour faire les réparations qu'on n'a pas faites. Donc c'est vraiment jour après jour qu'il faut intervenir sur le bateau, sur l'entretien, sur la réparation, sur le bricolage, et trouver des astuces. Et pour trouver des astuces, il faut aussi avoir les idées claires. Donc les idées claires, on les a si on se repose, si on s'alimente bien, etc. Tout ça, c'est un ensemble de paramètres que le skipper est amené à gérer pendant 3 mois. Et c'est vraiment un enjeu capital, quoi. Alors j'ai répondu un peu à ta place, mais la question d'Amélie, c'était comment gérer le quotidien entre le réglage du bateau et la vie à bord. Je rappelle à nos amis internautes que les conditions satellitaires ne sont pas forcément très bonnes, comme le disait Jean-Guilhem tout à l'heure, à cette latitude-là, mais qu'elles devraient être meilleures. En tout cas, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous invitons à revenir à 19h également pour suivre à nouveau Sébastien. Sébastien, est-ce que tu es revenu ? Merci encore avec Tacom qui vraiment nous permet cette miraculeuse liaison satellite. Rappelons qu'il est quand même très très loin de Toulon, hein, tout simplement. et chaque minute un peu plus. Comme vous pouvez le voir, le bateau avance super vite.
Alors, merci à tous les internautes parce qu'on est débordés là, comme vous le voyez, on a beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent en direct. Est-ce que tu as découvert que tu as oublié des trucs? Bon, ça c'était tout à l'heure. Réponse. Oui, il a retrouvé une petite vierge porte-bonheur dans ses affaires de Oui. toilette, magnifique. Donc, il y a des enfants qui posent des questions très belles. Est-ce que c'est dur la couchette? Toutes sortes de questions qu'on ne pourra pas poser tout de suite à Sébastien parce que la liaison, semble-t-il, est un petit peu non pas défectueuse, mais elle a du mal à se rétablir. Donc, je crois qu'on ne pourra pas aujourd'hui poser à Sébastien toutes ces questions, y compris celles que je vois, non pas du public, parce qu'il n'y a pas de public, mais il y a des écrans devant moi qui me permettent d'avoir une question là-bas que j'ai du mal à lire. Alors, la question qu'on ne pourra pas poser à Sébastien, puisque Sébastien, comme vous le voyez, est maintenant pas revenu sur nos écrans. Le mec qui meuble, c'est complètement Ouais. débile. Jean-Guillaume, arrêtez-moi, vous pouvez me tuer. Alors, il y a une question que Lucie pose de la part de son fils qui a 9 ans, qui s'appelle Léon, à Toulon. Que manges-tu à bord? C'est important, hein. Alors, il y a sur le bateau un certain nombre de plats qui sont préparés à l'avance, bien sûr, qui Amener des sont seaux d'eau, qu'on puisse balancer ça sur Jean-Guillaume, et puis comme ça, progressivement, le frère va pouvoir raconter l'histoire de Sébastien, puisqu'on manquera d'images, mais on aura quand même quelque chose. Donc, la prochaine fois, chers internautes, mercredi prochain, s'il y a la moindre saute dans le satellite, on pourra faire que Jean-Guillaume, on lui mettra un ciré et des seaux d'eau. C'est ce qu'on va faire, comme ça, on pourra, si vous voulez, compenser le manque d'images en direct que vous pouvez avoir. Merci Jean-Guillaume, est-ce que tu peux continuer ce que tu disais, parce que ça nous intéresse, à part ces conneries oui, que je dis. Vas-y, s'il te plaît, continuons. oui, des plats lyophilisés, c'est-à-dire que c'est des plats qui ont été déshydratés. Et du coup, une fois à bord, le plat étant déshydraté, il est très léger. Donc on peut avoir dans un minimum de place beaucoup, beaucoup de nourriture. Et il reste au skipper, au marin, à recharger sa nourriture d'eau. Ça se fait dans de l'eau chaude. Et une fois que le plat est chaud et bien mélangé, eh bien, on mange des plats qui sont extrêmement bons. Voilà. Enfin, ils mangent des plats très très, très bons parce que nous, Est-ce que on cette mange. fois-ci, c'est comme je l'ai vu sur certains bateaux, justement, ces IMOCA là, du Vendée Globe. Est-ce que c'est comme ça, c'est très beau, ces installations avec des grands élastiques où il y a le petit réchaud qui est au milieu? Oui, alors C'est c'est ça qu'il vrai. a ou pas? C'est vraiment du camping, hein. C'est Oui, un mais tout. c'est très beau parce que vous voyez, Oui, il y a un tout petit camping-car au milieu de ce bateau et il est tendu par c'est des tendeurs pour que justement le plat eh bien, puisse, avec le roulis. voilà. On voit à Ah, l'écran. Merci. Voilà la cuisinière de Sébastien. ah voilà. Ah non, Euh, c'est pas donc le Léon, système Léon, tu dont je vois, parlais. c'est ça la cuisinière de Sébastien. Ça fait tout. Ça se balance, Merci, ça fait four, ça fait il nous poêle, ça fait entend. tout. Tu nous entends, Sébastien. Tu nous entends dire toutes ces conneries. Je vous entends. Et c'est là où on se dit, on fait bien de prendre le large. Mais c'est ça. Non, mais on vient de reprendre le flux. Là. J'ai entendu que vous parliez de cuisine, donc je vous ai montré Ah, c'est le gentil. réchaud parce que Oui, c'est des enfants qui posaient la question. c'est toute la cuisine de Merci. Voilà. Bah oui, les pauvres. Il faut qu'ils sachent. Peut-être avant de terminer, on te poser encore une ou deux questions d'internautes. Il y a Véronique qui, de la part de Lila, qui a 10 ans, est-ce que tu as rencontré un ovni? Bah oui, t'en as rencontré. Alors vas-y, raconte l'ovni. Un ovni, non, non, un ovni, non, j'ai effectivement touché quelque chose l'autre jour, mais j'aime pas parler d'ovni en fait, parce que dans ovni, il y a objet flottant non identifié, ovni. Et dès qu'on touche quelque chose avec nos bateaux, on a tendance à dire on a touché un ovni. Mais en fait, 95% du temps, on touche un poisson. Un poisson qu'on tape. Parce que il y a beaucoup plus de poissons dans l'eau que Donc, d'ovnis. Hein. Donc plus de 9 fois sur 10 qu'on tape, c'est des poissons. Mais on a tendance à dire que c'est des ovnis.
Parce que, ah ouais, mais les pauvres poissons, leur donner un coup sur la tête, c'est pas sympa. Bah non, c'est sûr, c'est pas sympa. Mais je trouve que c'est pas bien de dire qu'on tape des objets, parce que ça voudrait dire que la mer est infestée d'objets qu'on pourrait pas naviguer, quoi. Que là, je devrais taper toutes les 5 minutes. Non, non, non. Non, non, la mer est belle. La mer est belle. Gardons-la propre. Surtout, gardons-la propre. C'est facile. Et regarde. Regarde ce que je vois par ma fenêtre. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Effectivement, ça ne peut pas être mieux dit, n'est-ce pas, Jean-Guilhem? Je ne vais pas dire noir sur blanc, mais Alors, une dernière question avant de raccrocher les satellites. Ouais. Ça, on a déjà répondu. Parce que là, effectivement, là, sur le lot des questions posées, on a répondu. Enfin, les questions se recoupent plus ou moins. Et on a répondu à quasiment tout. Alors, là, il y a la question d'Agnès, si tu veux. Il y a aussi Agnès. celle de Lila. Ah, alors vas-y, Lila. Dis celle d'Agnès. Alors, Agnès, est-ce que tu as croisé. Non, mais parce que je connais sa réponse. As-tu croisé des oiseaux marins depuis ton départ? Et si oui, lesquels? Alors, accrochez-vous. Et c'est ça. T'as raison de dire je connais sa réponse. Alors, oui, j'ai vu plein d'oiseaux marins, mais non, je suis incapable de dire ce que c'était. Les seuls oiseaux que j'attends avec énormément d'impatience, ce sont les albatros. Ceux-là, je les reconnaîtrai. Mais autrement, je suis pas du tout spécialisé dans les oiseaux. Pardonne-moi. C'est Lila, je crois. Hein. C'était Lila qui posait la question. C'est Agnès. Non, Agnès. Et une question maintenant de Lila qui a 10 ans. Elle dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber à l'eau? Et aussi, quelle est la partie du voilier la plus fragile? Est-ce que tu t'accroches bien quand tu fais des manœuvres? Alors, oui et non. Je m'accroche, par exemple, aujourd'hui, je travaillais à l'avant, complètement à l'avant du bateau, là où c'est quand même très exposé. Mais je n'étais pas accroché parce que si je m'accroche, il ne faut pas pouvoir passer par-dessus les filières. Et voilà, être accroché, c'est quand même encombrant. Et ce que j'avais à faire était à un endroit tellement petit, étroit, que si j'avais voulu m'accrocher de manière à ce que ce soit en sécurité, eh ben, il aurait fallu que je m'accroche avec un bout de 10 cm de long. Donc, j'aurais pas pu bouger. Donc aujourd'hui, je ne sais pas accrocher. Ça dépend vraiment des manœuvres. Quel est l'endroit le plus fragile du bateau? Celui qu'on craint le plus, c'est évidemment la tenue du mât. Voilà, c'est toujours le mât qui nous stresse. D'ailleurs, c'est le seul abandon. Qui fait 28 mètres de long. Le seul abandon de la course, c'est Corum, il a dématé. C'est le seul abandon, le premier abandon, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est vraiment un stress, ces mâts-là. Donc je dirais, oui, c'est le maillon faible sur nos bateaux, c'est le mât. Et puis il y avait un troisième élément dans la question, mais je me souviens plus lequel. C'était quelle est c'est tout. Ah, est-ce que tu es déjà tombé dans l'eau? Bah oui, ouais. Ah, pardon. Ok. Ah oui, je suis tombé une fois dans l'eau, oui, quand j'étais en Irlande. J'étais dans un mât, on était juste au départ d'une régate d'un championnat du monde à Cork, en Irlande. Et je suis allé bricoler un truc dans le mât, et le mât a cassé. Donc je suis tombé à l'eau, voilà. Mais c'est la seule fois, je crois, de mémoire, c'est la seule fois où je suis tombé à l'eau. Faut pas tomber à l'eau. Réponse de Yann Van der Heide. Alors, coucou à Mamita, bien sûr, ce sera transmis. Et est-ce que Sébastien a des plats de Sissou? La réponse de Sébastien. Il y a Vava aussi qui dit ma classe vous suit avec beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas de plat de Sissou cette année. On a beaucoup, Sébastien, on a beaucoup de messages très beaux. Toute la classe vous suit. Accroche-toi quand même, accroche-toi même s'il n'y a pas de branche.
Enfin, il y a des choses un peu, voilà. Et une dernière question vraiment. Une dernière question, Allez, oui. une dernière, c'est la question de Pierre. Je crois que ça vient de la famille. Bon, je ne saurais pas trop dire d'où, mais enfin peut-être du côté d'Henriette. Dans quel moment la Vierge Noire sera la plus utile sur ton tour du monde? Alors, d'abord, la Vierge Noire, elle a... Merde, attends, d'abord, la Vierge Noire, elle est apparue hier, hein, à bord. Et la Vierge Noire, elle est là. Attends, je vais vous la montrer, parce que quand même, ça, c'est important. Là, je ne sais pas si vous allez la voir. Ça, donc, c'est la sortie, hein, crac, la porte de sortie, hop. Et la Vierge Noire, elle est là. Ici. Ah, Là. oui. Ça, c'est la Vierge Noire. Je l'ai mise là, elle est collée. Elle peut plus bouger maintenant. Et voilà. Et quand est-ce qu'elle sera la plus importante? Bah, tu sais, elle va être importante tout le temps. Aujourd'hui, elle a bossé. Hein. Quand j'ai passé 3 heures sur le pont à l'avant pour essayer de changer mon Génac, il fallait qu'elle m'aide un peu. Hein. Et voilà. Donc, non, mais la Vierge Noire, moi, c'est vraiment... moi, je suis pas une grenouille de bénitier. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais la Vierge Noire de Rocamadour, pour moi, elle est chère à mon cœur, à cause de l'histoire de l'accès des océans, de la rencontre avec le pape, tout ça, tout ça. Et voilà, donc je suis content d'emmener la Vierge Noire avec moi et on va faire le tour du monde ensemble. Et ça va être top. Voilà, elle est là, elle surveille la porte d'entrée. Et puis il y a aussi la porte de sortie. Et c'est fait. Moi j'aime bien. Merci Sébastien. Et une question, avant la question d'un joli garçon qui est ici là, dans le studio, qui s'est introduit sans doute subrepticement, enfin un petit voyou quoi. Avant cette question, Sophie d'Estremo, que tu dois connaître, te demande qu'est-ce que tu savoures le plus? Qu'est-ce que je savoure le plus? Eh bien, je savoure le plus le fait de pouvoir choisir le fait de pouvoir choisir ta route en fait. Tu sais, en mer, tu choisis ta route. Il n'y a pas de barrière en mer. Il n'y a pas de sens interdit, de feu rouge, de rond-point, de sens giratoire. Tu choisis ta route. Il y a des milliers, des milliers, un nombre infini de routes en mer. C'est toi qui l'as choisi. Voilà. Et C'est ça qui est maintenant, bien. une question de Gaston. Ça, Voilà, c'est bien. Il n'y a que 5 des ans. règles de sécurité en mer, c'est tout. Comment? Ouais. Ouais. Donc Gustave, 5 ans, aimerait Gustave. savoir comment on répare un mât quand il est cassé, comment on répare une voile quand elle est cassée et surtout comment on retourne au port quand tout est cassé. Allez, bon courage Sébastien. Ah ben, alors, ah ouais. Ben, un mât, pour réparer un mât, déjà, c'est difficile. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à le faire. C'était en 2000, c'était Yves Parly, qui avait réparé son mât, mais il faut du carbone, il faut de la colle, il faut de l'acétone, il faut des moyens de chauffage. C'est très compliqué de faire du carbone pour réparer un mât. Pour réparer une bricole, c'est pas compliqué, mais réparer un mât, quand même, c'est un peu difficile. Mais c'est possible, hein, puisque Yves Parly l'a fait. Réparer une voile, ça c'est moins compliqué. Il faut avoir le matériel à bord, évidemment, mais avec du tissu, de la couture, on peut coudre à la main, on a des tissus autocollants qu'on peut poser sur la voile. Et si on n'a pas ça, on peut toujours prendre des morceaux de tissu qu'il y a dans le bateau et le coller avec du Sikaflex. Il y a plein de manières de réparer une voile, encore faut-il qu'elle ne soit pas détruite. Je ne sais pas d'ailleurs comment le japonais Koshiro a réparé sa voile. Je ne sais pas s'il l'a réparé ou pas, j'en sais Non, rien. pas S'il est encore. reparti, je sais qu'il Il est avait encore en explosé, train. mais je ne sais pas s'il est reparti. Et ouais, c'est ça, ouais, ça va être compliqué pour lui. Une grand voile explosée, c'est compliqué. Et comment on rentre au port?
si tout est cassé, eh ben Gustave, c'est ça, c'est Gustave, je crois. Oui, c'est Gustave. Eh ben, d'abord tu as un moteur sur ces bateaux. Ouais, d'abord tu as un moteur sur ces bateaux qui te permettent de faire un petit peu de moteur. Et puis autrement, ben, tu as ce qu'on appelle la baume. Donc la baume, c'est t'as le mât et en bas t'as la baume qui tiennent la grand voile. Les baumes sur ces bateaux sont faites pour être mises verticales, à la verticale, comme un mât, comme un petit mât de 10 mètres. Au lieu de 30 mètres, tu fais que 10 mètres. Mais tu peux arriver à mettre ta baume en verticale et après te servir de tes voiles pour les remettre là-dessus et rentrer à petite vitesse. D'ailleurs, ce bateau sur lequel on se retrouve là, ce bateau, merci, il a terminé le dernier Vendée Globe il y a 4 ans. Il a terminé le dernier Vendée Globe après avoir perdu son mât. Et il a fini avec sa baume en verticale comme ça. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup C'est Sébastien. ça qui Donc, est bien en bateau, c'est qu'on se débrouille. Sébastien, Non, ça n'arrivera pas, Béatrice. Tu as raison. non. En tout cas, merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci Jean-Guillaume qui nous retrouvera la semaine prochaine. On va te retrouver la semaine prochaine pour d'autres questions. Il y a beaucoup de réactions, donc ça fait chaud au cœur. Tout le monde te suit ici. On est très heureux de voir que tu as une bonne position là dans le bateau. Là, le soleil n'est pas totalement tombé. Il fait encore un peu jour, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux pour nous montrer un petit peu l'extérieur? C'est ça. Attends, je vais essayer de vous montrer. Le- Pour conclure. Oui. Ah voilà. La prochaine fois, il faudrait qu'on s'arrange pour durer un peu plus longtemps pour rester Jusqu'à la jusqu'au nuit. coucher de soleil, quoi. Et Ça qu'il serait fasse sa très plage beau. avant. Ouais. Hein. Comme ça, On pourra peut-être proposer aux internautes. Ah ouais, regarde ça. Putain, comme ça fonce. Ah la vache. Superbe. C'est magnifique. Mais il marche bien, hein, le Et bateau. voilà. Et c'est comme ça, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'est un avion. Ah ouais, c'est beau. Jour et nuit, comme ça, pendant des semaines et des semaines et des semaines autour du monde. C'est pas beau ça? Ah, c'est très très Super. beau. Ouais, il faut pas trop en dire aujourd'hui, Je il vous faut en laisse garder sur pour la ces semaine images, prochaine. tout le monde, merci. Merci. C'est ça. Merci au théâtre de nous avoir accueillis. Merci aux Ah non, internautes de nous avoir suivis. Moi, je vais vous laisser là et vous dire à la semaine prochaine sur ces belles images. Ouais. Merci Tiens, beaucoup. voilà. Et puis, Merci tiens, Sébastien. Voilà, je vous dis merci. Ouais, merci exactement. Merci beaucoup. C'est très émouvant pour nous de voir en direct là, en pleine mer, à cette vitesse folle, n'est-ce pas, Jean-Guillaume? Merci à tous les internautes de nous avoir suivis. Et puis, eh bien, on se retrouve mercredi prochain à 19h pour le deuxième épisode. Merci Charles Non, de merci. ton C'est invitation. génial. C'est super. À très bientôt, Sébastien. Bon vent. Salut, merci, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup à tous. Merci. Ah, il est beau.